La guerre se poursuit sur différents fronts. Elle se poursuit également sur les réseaux sociaux puisqu'il y a eu une nouvelle fois de plus des échanges houleux entre la République démocratique du Congo et le Rwanda autour, n'est-ce pas, de la question liée au FDLR. Alors, pendant que Kinshasa déclare que les FDLR sont une création ou un prétexte du Rwanda pour venir, n'est-ce pas, piller les différentes ressources naturelles dont dispose le pays. Le Rwanda, quant à lui, continue toujours, n'est-ce pas, de considérer les FDLR comme une menace existentielle contre, n'est-ce pas, le pays des 1000 collines. Alors, il y a une nouvelle escalade, n'est-ce pas, d'échange entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, cette fois sur les réseaux sociaux, autour, n'est-ce pas, de cette question, de cette épineuse question liée au FDLR, mesdames et messieurs. Vous allez devoir les découvrir dans le cadre de ces WAB décryptage. Alors, où en sommes-nous avec la réouverture de l'aéroport de Goma? Comme on vous l'a signalé la semaine dernière, il y a vraiment eu des avancées puisque l'AFC M23, à travers notamment son coordonnateur Corneille Nanga, avait, n'est-ce pas, décidé finalement de placer la question liée à la réouverture de l'aéroport de Goma sur son agenda et être, n'est-ce pas, disposé à discuter autour, n'est-ce pas, du processus de réouverture de cette infrastructure phare. Alors, Jean-Marc Kaboun s'en prend une fois de plus à Félix Tshisekedi et il donne, n'est-ce pas, sa propre opinion autour de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais également autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo en général. Qu'est-ce qu'il a dit une fois de plus? C'était cette fois chez nos confrères de France 24. On va devoir vous les faire découvrir, mesdames et messieurs, grâce à Faustin Mouyoua qui nous réalise. Alors, le procès Yave se poursuit. Cette fois, on a levé, n'est-ce pas, le verrou autour de la question ou du dossier lié à l'analyse des téléphones de Philémon Yave, qui, je le rappelle, est accusé du général Philémon Yave, qui est accusé, n'est-ce pas, des complicités avec les Rwandais. Cette fois, on va devoir, n'est-ce pas, analyser ces téléphones pour découvrir ce qu'il se passe ou ce qu'il y a à l'intérieur et espérer, n'est-ce pas, y retrouver les messages, le message attestant de sa complicité avec le Rwanda. Alors, on va cheater dans le cadre de cette émission avec de nouvelles qui ne sont pas du tout bonnes, puisque les sièges du parti Ensemble pour la République, appartenant à Moïse Katumbi, un des sièges de parti Ensemble pour la République a été vandalisé une nouvelle fois de plus par les forces du progrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, parti au pouvoir. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est sur quoi tournera ce web décryptage, qui connaît la participation des Faustin Mouillou à la réalisation. Thomas Zawadi nous supervise. Nous sommes Gaëtan Komi à la présentation. Tout au long de cette émission, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous donner vos différents points de vue en ce qui concerne ces différents sujets d'actualité. Nous serons très heureux, n'est-ce pas, de les lire en ce lundi 23 février 2026. Alors, la divergence autour, n'est-ce pas, de la question liée au FDLR entre la République démocratique du Congo et le Rwanda continue de faire rage, mesdames et messieurs, cette fois sur les réseaux sociaux. Alors, il y a eu des échanges dans différents salons diplomatiques où les deux parties ne se mettaient pas du tout d'accord autour, n'est-ce pas, du rôle ou de la place de FDLR dans les conflits entre Congolais. Il vous souviendra que, par exemple, Patrick Mouyaya avait, n'est-ce pas, considéré les FDLR comme un simple prétexte du Rwanda, n'est-ce pas, pour venir piller les ressources minières de la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, le Rwanda continue toujours, n'est-ce pas, d'affirmer que les FDLR sont plutôt, n'est-ce pas, une menace existentielle pour, n'est-ce pas, le pays. Et cette fois, c'est un débat qui a été mené, ou disons un échange qui a été mené entre Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Vous savez, les deux personnages ont souvent l'habitude d'échanger assez vigoureusement sur les réseaux sociaux, notamment sur X.
Et Patrick Mouyaya a relevé, n'est-ce pas, une nouvelle fois de plus, cette discussion ou, disons, ces débats existentiels autour des FDLR, en disant ceci sur son compte Twitter. Est-ce que les FDLR qui ont fui le Rwanda en 1994, peuvent aujourd'hui, 32 ans après, représenter une menace contre le régime rwandais? Non. Lorsqu'on regarde les cycles d'occupation de la partie est du pays depuis 1997, le Rwanda, les pères et ses fils, notamment les RCD, des tristes mémoires, ont occupé pendant plusieurs années la province du Nord Kivu. Pourquoi n'ont-ils pas mis fin à la menace des FDLR? S'est interrogé une nouvelle fois de plus Patrick Mouyaya, toujours sur son compte X. Entre 2009 et 2020, le FARDC ont fait plusieurs opérations militaires, seuls ou avec les forces rwandaises, c'est-à-dire les RDF, contre les FDLR, y compris la neutralisation de leurs leaders et le rapatriement des milliers de leurs combattants dans leur pays, le Rwanda. Même aujourd'hui, le Rwanda contrôle les parties du pays où se trouvent les FDLR. Mais à la fin du processus de paix, il dira que la menace demeure toujours. La vérité, c'est que les FDLR, c'est l'or, les coltans et toutes les ressources qui regorgent cette partie de notre pays, les vraies raisons de la guerre. La vérité et les faits sont têtus, a donc tweeté Patrick Mouyaya concernant toujours ces débats autour du rôle des FDLR. Il a d'ailleurs exposé un tableau intéressant qu'on va devoir, n'est-ce pas, vous faire découvrir. Un tableau illustrant, n'est-ce pas, les différentes opérations de FARDC ou différentes opérations conjointes entre les FARDC. Voilà donc les tableaux. Les FARDC et les forces rwandaises pour neutraliser le FDLR, pour, n'est-ce pas, expliquer, n'est-ce pas, la bonne foi de la RDC de neutraliser ces FDLR. Et donc, Patrick Mouyaya s'en tient à sa position initiale, celle, n'est-ce pas, d'illustrer les FDLR comme de l'or, les coltans ou toutes les ressources qui regorgent la partie est de la République démocratique du Congo, qui, selon lui, sont les véritables raisons de la guerre. Donc, c'est ça la position de Patrick Mouyaya. Une position qui ne change pas. Et d'ailleurs, c'est ça la position de la République démocratique du Congo. Donc, Patrick Mouyaya est revenu sur toutes les opérations que les FARDC ont menées, des fois seuls et quelquefois avec le force rwandaise pour, n'est-ce pas, neutraliser les FDLR. Et donc, les ministres congolais de la communication ne comprennent pas comment, jusqu'à aujourd'hui, les FDLR continuent, n'est-ce pas, de servir de prétexte pour le Rwanda, n'est-ce pas, des prétextes pour le Rwanda pour venir, n'est-ce pas, mener la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans sa rhétorique, Patrick Mouyaya a fait savoir que les FDLR, dans l'époque, c'est-à-dire de 1994, ne constituent plus une menace du fait qu'ils sont devenus vieillissants. Ce qui n'est pas du tout l'avis de Paul Kagame, le président rwandais. On va devoir, n'est-ce pas, vous donner également l'explication du Rwanda. Mais Paul Kagame avait estimé que ces FDLR-là, dès 1994, aujourd'hui il y a quasiment 32 ans qui s'est écoulé, constituent toujours une menace pour les Rwandais du fait que ces FDLR-là ont légué leur idéologie génocidaire à une génération nouvelle. Et donc, il y a toujours, n'est-ce pas, ces germes. Ils ont planté ces germes-là, génocidaires, dans les générations actuelles. Et donc, ils constituent toujours une menace. C'est ça, la vie du Rwanda. Alors, comment les ministres de la disons, des Affaires étrangères rwandais, Olivier Ndoungiré, a réagi par rapport, n'est-ce pas, à cette thèse émise par Patrick Mouyaya, toujours concernant la question, l'épineuse question, l'éternelle question d'ailleurs de FDLR. Qu'est-ce qu'il a dit également sur son compte Twitter? La propagande mensongère du gouvernement congolais sur la question des génocidaires FDLR a quand même des limites. Récapitulons. Le 21 mars 2024,
Lors de la toute première réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda, les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, s'étaient engagés à présenter un plan de neutralisation des FDLR. Dans le communiqué final de cette réunion, il était même précisé que, consécutivement à la neutralisation des FDLR, l'adverbe avait été introduit par Lutundula lui-même, les Rwandais les verraient ces mesures de défense. Cependant, nous avons été surpris d'entendre 2 jours plus tard, dans une conférence de presse à Kinshasa, les mêmes Christophe Lutundula prétendre que les FDLR n'existaient pas, allant même jusqu'à demander aux journalistes de lui indiquer où les membres de cette milice se trouvent. 6 mois plus tard, en septembre 2024, sur instruction et avec coordination des États-Unis d'Amérique, les FARDC avaient prévu de lancer des attaques contre les positions des FDLR. Hélas, cette opération militaire a été un échec total pour la simple et bonne raison que le général FARDC Peter Chirimwami avait informé ses amis FDLR à l'avance. Ceci avait même provoqué la colère des Américains qui nous en ont fait part lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Malgré cela, les experts militaires et des renseignements de la RDC, du Rwanda et du médiateur angolais se sont réunis à Luanda le 31 octobre 2024 et ont adopté le désormais célèbre concept des opérations CONOPS pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Ce CONOPS a été entériné par les 3 ministres des Affaires étrangères lors de leur 6e réunion ministérielle tenue le 25 novembre 2024 à Luanda. Cependant, ce jour même du 25 novembre 2025, au moins 2 réunions de coordination entre le commandement des FARDC et celui des FDLR se sont tenues au Nord Kivu. J'ai fait part de cette préoccupation et de cette contradiction à mes 2 homologues lors de la 7e et dernière réunion ministérielle à Luanda, le 14 décembre 2024, pour démontrer le manque de volonté politique de Kinshasa sur cette question des FDLR. En tout état de cause, le CONOPS a été un acquis majeur du processus de Luanda, à telle enseigne qu'il a été repris tel quel dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 et dans l'accord de Washington pour la paix et prospérité du 4 décembre 2025. La neutralisation des FDLR est donc un élément central des accords de Washington pour une paix durable à l'est de la RDC. Il est donc étonnant de constater que presque 2 ans après l'engagement initial de Christophe Lutundula sur la neutralisation des FDLR, et malgré l'adoption du CONOPS à Luanda et à Washington, les porte-parole du gouvernement congolais continuent désespérément de nier et de minimiser l'existence des FDLR afin de mieux préparer l'opinion à la violence par Kinshasa des accords de Washington dans son élément central. Pour conclure, je voudrais seulement observer que cet éternel argument sur l'âge des membres des FDLR est l'un des plus absents et des plus ridicules qui soit. Les FDLR sont non seulement un mouvement génocidaire, mais c'est aussi un groupe armé qui recrute régulièrement de nouveaux membres sur base de son idéologie génocidaire, qu'il partage d'ailleurs avec le commandement de l'armée congolaise, en témoigne la déclaration incendiaire du porte-parole des FARDC tenue à la télévision nationale en décembre 2025. Voilà, a donc tweeté, a donc réagi le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, au tweet, n'est-ce pas, du ministre congolais de la communication, Patrick Mouyaya, qui dit que les FDLR ne sont qu'un prétexte et donc ils ne constituent plus une menace existentielle pour le Rwanda. Pendant ces temps, les ministres Olivier Nduhungirehe des Affaires étrangères du Rwanda ne comprend pas comment, d'une part, la RDC s'engage à neutraliser le FDLR dans différents salons diplomatiques à Doha, à Washington, mais également à Luanda, et d'autre part, la même RDC à travers notamment ses ministres, à travers les différents ministres du gouvernement congolais, nie l'existence de ces mêmes FDLR dont il s'engage à neutraliser, à faire la neutralisation. Donc, les ministres rwandais des Affaires étrangères ne comprennent pas et traitent cela, n'est-ce pas, d'hypocrisie de la part de Kinshasa.
et de mauvaise foi. Donc, pour être plus précis par rapport à cette nouvelle escalade verbale entre les deux ministres, Patrick Mouyaya de la RDC et Olivier Nduhungirehe du Rwanda, Patrick Mouyaya dit que les FDLR ne sont que des prétextes et ne constituent plus une menace pour le Rwanda. Et donc, cela ne doit plus, n'est-ce pas, servir de raison au Rwanda pour venir, n'est-ce pas, opérer en République démocratique du Congo. D'autre part, c'est-à-dire côté rwandais, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, ne comprend pas comment le gouvernement congolais s'engage ou s'est engagé, que ce soit à Washington, à Doha ou à Luanda, à neutraliser les FDLR. Et pendant ces temps, le gouvernement congolais continue de nier l'existence des FDLR. Donc cela ne passe pas du tout aux yeux du ministre rwandais des Affaires étrangères qui qualifie ça, n'est-ce pas, de mauvaise volonté et, n'est-ce pas, de tentative de violer les différents accords signés entre la RDC et le Rwanda d'une part à Washington et la RDC et le M23 d'autre part. Nous sommes là à Doha, au Qatar, mesdames et messieurs. Voilà donc la divergence, l'étendue de la divergence de deux pays autour de cette épineuse question liée au FDLR que le Rwanda continue de considérer comme génocidaire, une menace. Pendant ce temps, la RDC trouve que ce n'est plus du tout une menace, mesdames et messieurs. Alors, je vous ai dit qu'on va aborder la question liée à la réouverture de l'aéroport de Goma, puisqu'on vous avait parlé de ça il y a encore quelques jours dans la production de la semaine dernière, notamment lorsque la commissaire européenne, c'était Adja Labib, s'était séjourné à Goma. Disons, lorsqu'il avait séjourné à Goma, elle avait rencontré Corneille Nangaa. La question autour de la réouverture de l'aéroport de Goma avait été abordée et Corneille Nangaa, coordonnateur de la FCM 23, avait donné, n'est-ce pas, avait promis que cette question sera finalement mise sur l'agenda de l'AFC M23, puisque c'était la première fois que l'AFC M23 avait été, n'est-ce pas, avait été contacté, avait été consulté au sujet de la réouverture de cet aéroport international de Goma. Alors, il y a eu des avancées ce week-end. Donc l'AFC M23. Cependant, si l'aéroport n'est pas la première puissance, le premier pays, n'est-ce pas, à exiger la réouverture de l'aéroport de Goma, c'était notamment lors de la conférence à Paris, sur la région de Grand Lac. Vous vous souviendrez notamment du discours de Félix Tshisekedi, les discours également de Emmanuel Macron, qui avait inscrit la réouverture de l'aéroport de Goma parmi les priorités des priorités, notamment dans les volets humanitaires. Alors, comment la France s'est une nouvelle fois de plus impliquée autour de cette question liée à la réouverture de l'aéroport de Goma. Alors, Emmanuel Koé, envoyé spécial de la France pour la région de Grand Lac, a effectué une mission de 48 heures, absolument de 2 jours, à Kinshasa. C'était du lundi au mardi 17 février 2026. Il a été reçu par plusieurs membres du gouvernement, accompagné de Rémi Maréchal, ambassadeur de la France en République démocratique du Congo. Alors, ils ont vraiment abordé beaucoup de questions. Rémi Maréchal, l'ambassadeur de la France en RDC, mais également Emmanuel Koé, qui est l'envoyé spécial de la France dans la région de Grand Lac. Ils ont abordé plusieurs questions, parmi lesquelles, notamment la réouverture de l'aéroport de Goma. Alors, qu'est-ce que cet envoyé spécial, n'est-ce pas, de la France a dit exactement? Bon, nous allons d'abord soulever ce qu'a dit Rémi Maréchal, l'ambassadeur français en République démocratique du Congo, par rapport, n'est-ce pas, à la réouverture de l'aéroport de Goma. Sur le plan humanitaire, comme vous le savez, la France a organisé le 30 octobre dernier une conférence à Paris. Il était essentiel que notre envoyé spécial puisse se rendre compte aux autorités congolaises du suivi assuré par la France, d'une part, sur les promesses des dons formulés à cette occasion, les fonds
ont-ils effectivement été décaissés et vers quelle destination? Et d'autre part, sur l'engagement pris par la France d'œuvrer à la réouverture de l'aéroport de Goma. À cet égard, il était important d'échanger avec la vice-ministre à la suite de la vice-ministre Noëlla Ayaganagato des Affaires étrangères. Il était important d'échanger avec la vice-ministre à la suite de la récente visite de la chef par intérim de la MONUSCO à Goma afin d'examiner la manière dont le gouvernement congolais envisage la suite, notamment les modalités de reprise des vols humanitaires. C'est donc voilà les outputs, hein, le compte rendu de cette réunion qu'il y a eu entre l'ambassadeur de la France en RDC, mais également accompagné de l'envoyé spécial de la France dans la région des Grands Lacs avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayaganagato, concernant, n'est-ce pas, la réouverture de l'aéroport de Goma. Alors, ceci pose problème, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez très bien de ce que nous vous avions, n'est-ce pas, communiqué lors de la déclaration de Corneille Nangaa, lorsque Corneille Nangaa avait dit que l'M23 était finalement ouverte, l'AFC M23 était finalement ouverte à la réouverture de l'aéroport de Goma. Il vous souviendra que Corneille Nangaa avait insisté sur le fait que cette réouverture ne sera décidée que par l'AFC M23 et pas par un autre acteur. D'ailleurs, il avait cité nommément la France en disant que la France n'était pas habilitée à décider de la réouverture de l'aéroport de Goma. Il avait dit que ni la France, ni la RDC, encore moins le Rwanda. Je vais peut-être vous laisser suivre cette partie, grâce notamment à Faustin Mouyoua, pour que vous compreniez en quelque sorte la prise de position de Corneille Nangaa par rapport à ces sujets. Corneille Nangaa avait dit que ni la France, ni la RDC, et encore moins le Rwanda, ne pouvaient dicter ou décider de la réouverture de l'aéroport de Goma. Et que donc la décision appartenait à l'AFC M23 qui contrôle la ville, elle toute seule. Alors je vais vous laisser suivre Corneille Nangaa pour que vous puissiez vous remémorer, n'est-ce pas, et comprendre l'étendue, n'est-ce pas, de la divergence qu'il y a autour de cette initiative française par rapport, n'est-ce pas, à la position de l'AFC M23. Donc l'AFC M23. Cependant, si l'aéroport n'est pas encore ouvert jusqu'à ce jour, c'est lié à des questions d'ordre sécuritaire, notamment, technique et surtout administratif. Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport, les humanitaires en premier et autres, et nous avons fait comprendre à Madame la Bible que le mal, l'inconvénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller en France, demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller à Kinshasa, demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport de Goma. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, au Kivu. Il y a les autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous avons entre autres accepté les principes que nous allons commencer des discussions qui toucheront au processus d'ouverture de cet aéroport en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres, des contraintes qui sont plus ou moins qui concernent l'espace que nous gérons. Alors voilà donc Corneille Nangaa qui disait que les faits, n'est-ce pas, d'aller vers la France, d'aller vers Kinshasa ou d'aller vers Kigali pour, n'est-ce pas, demander la réouverture de l'aéroport de Goma, c'est toquer à la mauvaise porte. Voilà donc pourquoi cette initiative française est en total désaccord, en totale dissonance avec la position de l'AFC M23 et on se demande si elle va vraiment servir à quelque chose, mesdames et messieurs. Voilà donc où est-ce qu'on en est avec la question liée à la réouverture de l'aéroport international de Goma. Alors, Jean-Marc Kabound, je vous ai dit en présentation que Jean-Marc Kabound, ça n'était pris une nouvelle fois de plus à Félix Tshisekedi, au régime congolais. Il a notamment déclaré que le fait
pour Félix Tshisekedi, ou le président Félix Tshisekedi, le fait pour Kinshasa démontrer que les seuls problèmes congolais, c'est l'AFC M23, c'est vouloir distraire la population congolaise. Donc, je vais vous laisser suivre Jean-Marc Kabound. Il était des passages à la télé française, à la France 24. Il enchaîne vraiment des parutions médiatiques. Il a été à la TV5 l'autre fois. Il a multiplié vraiment des interviews. Et cette fois, il était à la France 24 où il a fait notamment cette déclaration. Le gouvernement veut faire croire à l'opinion que les seuls problèmes que nous avons à l'est du pays s'appellent M23. Mais c'est faux. C'est faux. Les ADF continuent de tuer à l'est du pays. Vous avez les Codeco. Nous avons plusieurs groupes armés. Plus de 250 groupes armés oui. qui opèrent à l'est du pays, qui tuent des Congolais. On ne peut pas résumer la question de l'insécurité de l'est du pays à l'AFCM 23 et dire aux gens qu'on ne peut pas négocier avec l'AFCM 23 parce qu'il tue. Est-ce qu'il n'y a que l'AFCM 23 qui tue? Nous disons non. Oui, il y en a d'autres. Le problème est plus grand que l'AFCM 23 et nous voulons cette fois-ci remettre les choses sur les rails, discuter de manière sérieuse, courageuse et sincère pour que la partie est de notre pays puisse retrouver la paix. Alors, on vous entend très bien sur cette question-là. Deux petites questions, si vous voulez bien. Voilà donc les propos de Jean-Marc Kabound qui sont interprétés vraiment différemment dans l'opinion congolaise. Jean-Marc Kabound qui a dit que le gouvernement congolais veut faire croire à l'opinion que les seuls problèmes que nous avons à l'est du pays s'appellent le M23. C'est faux, c'est ce qu'il a dit, Jean-Marc Kabound. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. L'opposant congolais qui est devenu très farouche à Félix Tshisekedi, deux anciens alliés, assez naturel d'ailleurs, puisqu'ils avaient battu campagne ensemble en 2018. Mais après, n'est-ce pas, quelques temps seulement, ils ont, n'est-ce pas, ils ont eu des désaccords. Et après, il y a eu l'incarcération de Jean-Marc Kabound à Makala. Et depuis lors, Jean-Marc Kabound est devenu vraiment un opposant très farouche à Félix Tshisekedi, son ancien allié, qui le qualifie aujourd'hui de détourneur des fonds publics. De malheur pour la République démocratique du Congo, c'est ce qu'il essaie de dire. Donc Jean-Marc Kabound pense que les seuls problèmes de la RDC, ce n'est pas du tout l'AFC M23. Alors il a vraiment déclaré beaucoup de choses, ça ce n'était qu'un extrait. Il a dit notamment que le fait de voir les villes comme Goma, Bukavu et bien d'autres tomber entre les mains de l'AFC M23, cela relevait, n'est-ce pas, de l'incapacité, de l'incompétence même de Félix Tshisekedi, du président Félix Tshisekedi, à assurer sa première mission qui est, n'est-ce pas, d'assurer, n'est-ce pas, de protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et donc, il en a appelé, n'est-ce pas, à la révolution populaire, au sursaut patriotique également pour, n'est-ce pas, élire en 2028 un président qui soit à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes du peuple congolais. Mesdames et messieurs, très chers abonnés de WAB Info Télévision, nous sommes toujours dans ces décryptages. Vous savez, nous passons au crible vraiment toutes les actualités chaudes et marquant, n'est-ce pas, le quotidien en République démocratique du Congo. Alors, on ne peut pas parler des actualités politiques chaudes ayant marqué le quotidien en République démocratique du Congo sans pour autant rebondir sur les procès, les fameux procès Filemon Yav. C'est les procès vraiment emblématiques actuellement dans le, dans le corridor judiciaire en République démocratique du Congo. Alors auparavant, c'était Constant Moutamba, à l'époque, c'était Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la verve du procès Filemon Yav. Filemon Yav, le général congolais, qui est accusé de complicité avec les Rwandais, notamment de connivence avec les pays voisins, avec le Rwanda, pour l'élimination de certains de ses camarades officiers qui se seraient, n'est-ce pas, opposés à l'initiative ou aux manœuvres rwandaises en République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi l'élément nouveau? La semaine dernière, on vous avait parlé, n'est-ce pas, du témoignage de Fall Sikabwe, l'autre officier congolais qui avait plutôt blanchi
le général Yav en disant devant les tribunaux que le général Yav faisait également partie des cibles du Rwanda et que donc il ne pouvait pas être à la fois cible du Rwanda et complice de ces derniers. Alors, la partie qui accuse avait demandé, n'est-ce pas, que les téléphones du général Yav puissent finalement être analysés par le Conseil national de la cyberdéfense. Cette institution qui est inféodée à la présidence de la République. Et donc, la partie qui attaque Philémon Yav ou qui accuse Philémon Yav avait demandé que ces téléphones soient analysés pour, n'est-ce pas, y détecter les messages, y découvrir le message qui attesterait, n'est-ce pas, de cette complicité qu'il y aurait, selon la partie qui attaque, ou qu'il y aurait entre Philémon Yav et James Kabarebe, le général rwandais. Et donc, le tribunal a donné une suite favorable à cette défense de la partie qui attaque et que donc, la nouveauté, le nouvel élément, l'impondérable dans le cadre de ces procès, c'est que finalement, les téléphones du général Yav, Philémon Yav, seront analysés par le Conseil national de la cyberdéfense. Alors, cela ne passe pas du tout aux yeux, n'est-ce pas, des avocats de Philémon Yav qui invoquent une tentative, n'est-ce pas, de création de preuves qui n'existaient pas. La défense ou les avocats de Philémon Yav craignent que le Conseil national de la cyberdéfense puisse triquer les preuves ou puisse créer les preuves qui n'existaient pas jusqu'alors. Et donc, c'est là la crainte soulevée par la défense de Philémon Yav qui, consécutivement à cette crainte, demande qu'il y ait une contre-expertise de certains experts qui seront désignés par la partie, par la défense, c'est-à-dire par Philémon Yav, afin de s'assurer de la neutralité du Conseil national de la cyberdéfense. Donc, les avocats de Philémon Yav ne croient pas du tout en la neutralité du Conseil national de la cyberdéfense dans cette affaire et craignent que cette institution-là, qui est proche de la présidence de la République, puisse fabriquer des preuves afin d'incriminer Philémon Yav, qui a été récemment blanchi, qui a été, n'est-ce pas, déchargé par son homologue Fall Sikabwe dans les témoignages, puisque Fall Sikabwe avait dit que le général Philémon Yav n'avait rien à voir avec le Rwanda. Voilà donc où est-ce que nous en sommes, mesdames et messieurs. On va revenir avec d'amples détails la semaine prochaine lorsque le procès se poursuivra. Vous savez, ici sur Wab Info Télévision, nous vous mettons vraiment au parfum de ces procès selon qu'il est en train d'évoluer. Chaque nouvel élément, nous vous le communiquons pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous mettre, n'est-ce pas, à jour par rapport à ces procès vitaux. Ces procès qui impliquent certains officiers de la RDC dans une complicité avec le Rwanda. Alors, rien n'a été prouvé, rien n'a été attesté jusque-là, puisque la preuve continue de fuir, continue d'échapper. Et donc, jusqu'à maintenant, le général Philémon Yav jouit toujours de la présomption d'innocence. Et donc, jusqu'à maintenant, il est toujours innocent. Alors, on va devoir chuter, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle qui n'est pas du tout bonne, hein, une nouvelle qui ne fait pas du tout la bonne publicité du pays et de l'état de droit que ne cesse de vendre, n'est-ce pas, le régime actuel au pouvoir. C'est le siège du parti Ensemble, un des sièges du parti Ensemble pour la République. Faustin Mouyoua sera en train de vous illustrer quelques images, hein, vraiment des images malheureuses. Des éléments de force et du progrès, cette antichambre du parti IDPS, qui ont attaqué et vandalisé les sièges de l'interfédération d'Ensemble pour la République à Tchangou. C'est parti de Moïse Katumbi. C'était dans la nuit, n'est-ce pas, du 21 au 22 février 2025. Donc, c'est les sièges de parti Ensemble à Tchangou. Vous êtes en train de voir les images, qui a été vandalisé par les membres du force de progrès, de la force, disons,
le membre de Force et de Progrès, cette antichambre-là de l'IDP. Ce sont vraiment des militants de l'IDPS. Récemment, on vous avait, n'est-ce pas, illustré l'image des princes Epenge lorsque la manifestation de la MOUC a été partie vraiment en fumée après avoir été attaquée par ces mêmes membres de Force et du Progrès. Prince Epenge ne savait pas comment différencier ces gens des miliciens, puisque pour certains, ils détenaient même des armes à feu, sans pour autant parler également des armes blanches. Et donc, ces mêmes membres de Force du Progrès appartenant à l'IDP sont partis cette fois vandaliser les sièges du parti Ensemble pour la République à Kinshasa, attestant donc de la situation malheureuse dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo, à l'approche, n'est-ce pas, des dialogues entre Congolais qui sont envisagés par le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. Alors, dans ces contextes ici, est-il facile pour les opposants de séjourner à Kinshasa? C'est très difficile. Et donc, mesdames et messieurs, on vous laisse cette question pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous donner vos avis par rapport, n'est-ce pas, à tout ce que nous continuons, n'est-ce pas, de décrier au jour le jour concernant, n'est-ce pas, les attaques dont sont régulièrement, quotidiennement victimes les opposants congolais dans la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous vous laissons entre les mains de la rédaction pour des journaux télévisés, mais également pour d'autres productions sur WAB Info Télévision. Quant à nous, on se retrouve un peu plus tard pour d'autres décryptages des sujets d'actualité.